permet de me déplacer. Oui, c'est bien mieux. Et d'avoir les mains libres. Oui. C'est chiant, quoi. Ça pèse très Oui, lourd. oui, oui. Au bout d'une heure, Non, c'est original. là, vous voyez Je bien, suis là plutôt Patrick, oui, le schéma. Moi, quand les schémas sont vraiment montrés, filme les schémas. Il y a vu le personnel. Comment? Moi, je vois pas, mais enfin, ça fait. Mettez-vous plus loin. Ah bah oui. Si vous n'êtes pas dans le champ de la caméra, Oui. vous le mettez. Merci. Apparemment, elle se connaît pas. Hélène, Hélène, c'est toujours avec Hélène, mais elle n'est pas là. Vous êtes assorti, Patrick, en jaune. hein? Vous êtes assorti, c'est topologique. C'est le choix de votre couleur de polo et assorti sur le fond. C'est un hasard. C'est par hasard. Inconsciemment, c'est la mode en ce moment. Non, c'est par hasard. C'est C'est topologique. la mode en ce moment. Je suis tombé au fond d'un tiroir, je me dis tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas mis. C'est par hasard. Bon. Patrick commence. On y va? Ah ben, il va. Bon, alors, aujourd'hui, j'ai dit que j'allais parler de la logique du fantasme. Hein. Et tout le long de l'enseignement de Lacan, il y a eu des variations sur l'usage de ce fameux fantasme, comment on le définit, ce fantasme. Et évidemment, il y a des variations aussi sur l'objet petit a. Alors, je vais aller d'abord commencer comme on a fait ici. Vous avez vu que sur le schéma L, qui est ici, qui est issu de l'expérience du miroir, ça c'est une tentative de mathématiser, mais grossière. J'avais dit que c'était de l'analogie. Ça vous C'était de l'analogie, donc c'est pas encore du mathème, mais Lacan a cherché justement à mettre ça en formule comme ça, parce qu'il considère, et il la reconnaît, que la logique mathématique c'est la plus performante pour parler de l'inconscient. C'est ça. Donc lui, il s'est initié comme il a pu avec les mathématiques, en allant chercher les objets qui pouvaient lui servir, qu'il n'utilise pas comme les mathématiciens, et il a eu sur le dos une bande de mathématiciens qui disaient qu'il était nul en maths. Tout simplement parce que lui, il explorait un champ qui n'était pas le leur, c'est tout. Alors vous voyez actuellement plein de gens qui font des travaux sur la psychanalyse, avec des nœuds borroméens, des trucs qui retournent dans tous les sens. Ça sert à rien du tout. Le truc essentiel dans le nœud borroméen de Lacan, c'est il y a 3 ronds, quand on en coupe un et 2 se défont. C'est tout. Tout le reste, les prolongements mathématiques, ça ne nous intéresse pas, puisqu'il prend le nœud borroméen justement parce qu'il résiste à la mathématisation. Par contre, il utilise forcément la logique mathématique parce qu'il dit que c'est des créations de langage. Hein, même s'il y a des nombres, c'est du langage. C'est pas le réel pur, on ne sait pas ce que c'est. Le réel pur, c'est même l'impossible au départ. Mais n'empêche que tout en étant impossible, il cherche à le cerner. Et c'est avec ces outils-là qu'il avance dans son séminaire. Alors, on avait fait ça, et on avait vu déjà l'organisation au stade du miroir, c'est ce schéma R, où il y a posé le triangle symbolique, ici, avec le père, le nom du père qui était confondu au départ, le réel qui est ici, qui s'interpose, et le triangle imaginaire qui détermine le sujet. Hein, vous voyez ça? Alors, au départ également, l'objet, ça c'est pas l'objet de Tita, hein, c'est les images. Ça c'est les images, Comme le sujet se voit dans le miroir, à partir d'une image virtuelle. Quand on se regarde dans un miroir, on voit une image virtuelle, c'est pas une image réelle, et une image virtuelle inversée. La droite est gauche, c'est la gauche, et la gauche elle est droite. Il n'y a que dans les miroirs concaves que la torsion se fait de telle sorte que quand c'est pris dans un miroir concave, à ce moment-là, il place les choses, la droite, la gauche sont pareilles par rapport à l'image réelle et non pas à l'image virtuelle. Hein, voilà. Bon, ça c'est ça, premier temps. Il fait ça, il fait ce truc.
truc-là, et je vous avais déjà expliqué la dernière fois. Donc, vous voyez, il n'y a pas de formule du fantasme ici. Il n'y a rien encore là-dessus. Hein. Le fantasme, il a une fonction imaginaire, c'est une imagination, et dans les pays où on parle espagnol, ils traduisaient fantasme par fantaisie. Je ne sais pas quel est le mot qu'ils ont, mais c'est fantaisie. Alors que bon, ça peut être une fantaisie, mais c'est autre chose. Et alors, ici, c'est encore un quadrupode, un tétraèdre, non, même pas un truc à 4 points, c'est le fameux sujet tiré à 4 épingles dont Lacan veut chercher à le formaliser sur le plan mathématique. Ça, c'est dans la psychose, c'est-à-dire que échec du nom du père, échec du signifiant fondamental, et ben, ça fait un trou. Dans le symbolique, il y a un trou. C'est pour ça qu'on met ici P0 comme formule. Et de l'autre côté, bah, effectivement, l'image ne peut pas se produire puisqu'elle est en principe organisée par le symbolique. C'est-à-dire qu'à la naissance, un enfant, on peut dire du point de vue de la psychanalyse, il n'a pas de corps. C'est un organisme sensible et il doit faire la conquête de son corps. Et son corps, il le conquiert à travers l'image qu'il a dans le miroir, mais attention, hein, à travers l'image qu'il a dans le miroir, commentée par la mère ou le père. Ce qui explique que dans le schéma ici, on met l'autre qui est en fait ici, sur le stade du miroir, c'est ce qui représente l'autre, c'est les parents en général, qui baignent l'enfant, donc qui met l'enfant dans un bain de la langue, en passant par la lalation, et que petit à petit, il va acquérir le langage, d'abord l'idiome de sa contrée, puis ensuite la langue de son pays, et puis ensuite il ira à l'école, il apprendra l'orthographe, la grammaire, tout le travail. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc vous voyez, il n'y a pas de fantasme existant ici, ni ici. Ici, on laisse tomber. On voit aussi cette tentative qui apparaît ici, c'est dans le séminaire, les 4 concepts de la psychanalyse. En fait, le vrai nom que Lacan donnait à son séminaire, il a appelé ça les fondations de la psychanalyse. Et c'est Miller qui a appelé ça les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse. Dans la psychanalyse, il n'y a pas de concept. Voilà. Le concept, c'est quelque chose qui se tient comme ça, il n'y a pas de concept. Alors, Nasio, il a trouvé 7 concepts fondamentaux, et puis tout ça, ça n'existe pas. Hein. C'est pas la pulsion exprimée sous ce mode-là, c'est un schéma, c'est tout, c'est un schéma qui nous donne une idée de que peut être une pulsion qui s'origine dans une zone érogène et qui a un trajet d'aller et retour, comme ça, et qui contourne l'objet de la pulsion qui est ici, l'objet petit a. Ça, c'est une vision, enfin, c'est encore attraper la chose par l'imaginaire. Et alors Lacan dit qu'il faut faire très attention quand on utilise des schémas comme ça, parce qu'on est capté par l'image et on oublie que derrière tout ça, il y a une logique qui est différente. Hein. Alors ici, l'objet petit a des pulsions, vous les connaissez, les 4 pulsions. La pulsion invocante, c'est la voix. La pulsion scopique, c'est le regard, c'est-à-dire qu'on est regardé par le monde. La voix, elle est aphonique en plus. La voix, on l'entend quand il y a des silences. Donc si on faisait un comme ça, on ne comprend rien. Il faut qu'il y ait des coupures. Ensuite, dans la pulsion anale, c'est ce qu'il appelle le cibale. Le cibale, c'est pas le caca. Voilà. Également, c'est un sujet désubstantivé. C'est un objet désubstantivé. Et puis dans la pulsion, qu'est-ce que c'est orale, dans la pulsion orale, c'est le sein. Voilà. Et le sein, en plus de ça, Lacan dit au départ, le sein, il est d'appartenance à l'enfant et non pas à la mère. Il sert de pompe pour lui pomper le lait. C'est comme ça que ça se passe. Et alors, Lacan avait aussi parlé, mais ça a été mis un peu de côté, cette histoire d'objectif-là. Il disait que pour l'enfant, le nourrisson, au moment où il naît, au moment où il se met à naître, il sort de sa mère, comme ça, il crie. Le cri, c'est déjà pour lui un signifiant majeur. Et il a comme réponse
de l'entourage qui guette ça, qui dit ah ça y est, celui-là il a crié, donc il fait partie de notre monde, et en plus de ça, on demande tout de suite à la mère le nom de l'enfant, hein, ou au père qui est là s'il est présent, il prend son nom, l'assistante sociale arrive, et d'un seul, il entre dans notre monde avec des signifiants. C'est déjà donc l'enfant, c'est déjà un sujet divisé quand il naît, contrairement à ce qu'on croit. On croit qu'un nourrisson c'est comme ça, pas du tout. Et on sait qu'on a bien repéré que les nourrissons, dans les 2 heures, ils savent comment ils s'appellent. Ils entendent leur nom, parce que tout le monde le répète. Tiens, il était comme ça, tout le monde parle de ça, la grand-mère qui arrive, la famille, on téléphone, il entend son nom, et il le retient, il le sait que c'est son nom. Il sait que c'est son nom. Et Lacan dit effectivement une chose qui me paraît importante, c'est qu'il considère, lui, que le placenta, c'est un des objets petit a de l'enfant. C'est même le premier objet qui va lâcher après le cri au moment où on va couper le cordon. Hein. Et quand ce qu'on appelle la délivrance, c'est quand ce qu'on appelle les caducs qui tombent, à ce moment-là, la mère est libérée de cette ventouse, parce que c'est du côté de l'enfant, le placenta, c'est pas du côté de la mère. Il n'y a aucune communication à travers le placenta entre le sang de la mère et le sang de l'enfant. Aucune. Il n'y a que des molécules qui passent et qui le nourrissent à l'intérieur du ventre de sa mère à partir du liquide amniotique. Hein, ça, c'est des choses qu'il faut un peu savoir. Puis Lacan a un peu laissé tomber cette série de démonstrations parce que c'est quand même un peu imaginaire. Il ne dispose pas encore de l'objet petit a. Il essaye d'avancer, il ne sait pas. Donc, on avait fait tout ça, nous. Hein. C'est à partir du séminaire, c'est à partir de ce texte qui s'appelle Subversion du sujet dialectique du désir, qui est en fait une conférence de Lacan, qu'il a faite en 1958, qu'il a commencé à faire le montage du graphe du désir tel qu'on en a parlé ici, c'est-à-dire qu'on part d'ici. Alors il avait mis à l'époque ici le sujet du besoin, et puis d'après ce que je vous dis maintenant, il n'y a pas de sujet du besoin avant le sujet du signifiant. Dès le départ, le nourrisson, c'est un sujet divisé. Il est institué par le signifiant comme un sujet divisé. Et la métaphore du sujet divisé, c'est que de toute façon, le sujet, c'est un trou. C'est un trou dans le réel. Ça fait trou dans le réel. Voilà. Alors, parce qu'il y a du signifiant. Ce montage que Lacan fait, là, tout ce circuit-là, on voit pour la première fois apparaître à partir du moment où l'enfant demande à l'autre, au petit autre, à la mère, aux parents, il y a déjà le grand autre qui est le lieu du trésor des signifiants. Hein? Et d'emblée, on lui demande « Que veux-tu » Que veux-tu? Autrement dit, déjà, on lui signifie, venant de l'autre, le désir. Hein, c'est « Que veux-tu » Et il écrit, il demande, il fait ce qu'il veut. Et contrairement à ce qu'on s'imagine, les tout petits enfants, ils savent crier d'une certaine façon pour obtenir ce qu'ils veulent avoir. Et si vous leur donnez autre chose que ce qu'ils veulent, ce n'est pas forcément le sein, ce n'est pas forcément la nourriture, ça peut être un petit bout de drap, ça peut être n'importe quoi, le chat de la maison, n'importe quoi. Ils gueulent jusqu'à ce qu'ils obtiennent, donc son désir, il est déjà bien accroché, et c'est fondamental dans la constitution de sa subjectivité. Donc ici, ce schéma, je l'avais un peu laissé tomber ce schéma parce que je vous avais dit que c'était quand même encore de l'analogie, même si ça paraît bien fait. Mais l'essentiel, c'est de voir que apparaît ici la dimension du désir, le désir, que veux-tu? Et la seule réponse qu'il peut faire, lui, parce que ça passe par ça, il répond par un fantasme. Ce que je veux, c'est ça. C'est comme l'homme loup, quand il observe ses parents, il assiste à une scène de population à Tergo, il lâche une merde comme ça, parce qu'il est un peu pétrifié, les parents aussi le découvrir dans la chambre, et puis il va faire un montage fantasmatique, c'est son rêve des loups. Freud, il a été un peu dur avec l'homme loup, parce que quand il est venu le voir, l'homme loup, il était très bavard, il avait plus d'argent, d'ailleurs au départ, il parlait, puis un jour, il a dit, écoutez, c'est pour me raconter ce que vous me racontez, ça n'a aucun intérêt. Si vous ne me sortez pas un truc comme un rêve ou un truc comme ça, n'importe,
on arrête dans 6 mois. Donc il lui a fixé une date, et puis finalement, au moment où la date est arrivée, il a sorti le fameux rêve dont il ne s'est jamais débarrassé de sa vie. Il est parti aux États-Unis, il vivait à New York, et il gagnait son argent en dessinant s'il était célèbre, en dessinant son rêve qu'il vendait dans des petites cartes, comme ça. Donc la constitution des choses ici, et effectivement, Lacan, à partir de ce schéma en 58, qui n'était pas tout à fait comme ça, vous vous rappelez, je vous avais mis une sorte de schéma qui était une virgule comme ça. C'était comme ça. Hein, il y avait une virgule, puis ça divergeait en 2 morceaux, et il y avait ici l'objet, le sujet ici. Hein, c'était une réponse à la demande que veux-tu. Voilà. Alors, c'est ce qu'on va apparaître ici. Et puis, alors ça, c'est la chaîne de l'énoncé. C'est-à-dire que quand vous parlez, vous dites des choses qui sont des énoncés qu'on entend, et vous les êtes situés en un point qui est une signification que l'autre vous impose. Voilà, on te signifie que c'est ça, c'est ça, c'est ça et ça. Mais évidemment, et puis alors la constitution de stade du miroir, que j'insiste pas, c'est des reprises de ça. Et en haut, c'est la fameuse, comment dirais-je, c'est là se trouve l'énonciation. Ici, c'est dans l'énoncé, là, c'est l'énonciation. Alors, vous trouverez un texte chez Lacan qui est très très difficile, un des derniers textes très difficile à lire. Il s'appelle et où Lacan dit cette phrase, qu'on dise, reste oublié. L'étourdi. Dans l'étourdi. C'est le dernier grand texte 72. Mathématisé de Lacan, et après il va sortir avec encore, il va se mettre à parler de la jouissance, qu'il avait déjà élaboré, il avait déjà eu une petite notule dans l'éthique de la psychanalyse, et c'est là, il va achever cette chose-là, et puis il va laisser tomber. C'est un texte très difficile, mais ça vaut la peine de le lire. Hein. Mais alors, celui qui est publié dans les écrits est en fait un texte qui a été réécrit pour la publication. Moi, je tiens à vous dire une chose, c'est que Lacan, ça n'intéressait pas, il ne voulait pas écrire. S'il n'y avait pas eu Miller pour le pousser, le booster plus tout ce qui se passe autour de la dépublication, on aurait très peu de textes de Lacan, puisque tous les textes des écrits, pratiquement, sont des textes qui ont été exposés dans la période avant son grand séminaire et qui étaient publiés dans des revues à droite à gauche. Alors ça a été collagé par les gens de l'école lacanienne de Paris, ils ont tous regroupés, ils les ont livrés au public, et puis ces textes-là sont différents de ce qu'il y a dans les écrits, puisque dans les écrits ça a été réécrit par Lacan, à l'aide de Miller et à l'aide de François Val, qui était le fils de Jean Val. Voilà. Alors, on continue comme ça, et cette histoire du fantasme, si vous regardez dans les écrits, vous verrez que le fantasme est écrit en italique. C'est écrit en italique. C'est une indication pour dire qu'encore à l'époque, Lacan considérait que le fantasme était de l'imaginaire. Hein, c'est ça qu'il faut savoir, des petites notions comme ça, et que c'est plus tard, vous verrez apparaître le fantasme écrit avec des lettres droites. Bon, ça, je vous avais un peu expliqué ça, on va s'arrêter, on va voir ça. Également, ce schéma-là, qui est le fameux schéma de Saussure, il avait fait ce schéma des 2 courants pour parler de l'inconscient et du langage, un courant qui allait dans un sens et un courant qui allait dans l'autre, ça c'est en bleu, et Lacan modifie le graphe du désir en disant au-dessus, le signifiant, il va dans ce sens-là, c'est ce qu'on voit dans le stade du mur, c'est ce qu'on voit dans le graphe du désir, et le signifié va dans l'autre sens. Lacan change sa pointe. Et puis il faut dire que Saussure, c'est pas lui qui a publié sa linguistique générale, c'est pas lui, c'est ses élèves. Hein. Lui, Saussure, quand il s'est aperçu, il était quand même très fort ce type, il s'est intéressé aux anagrammes, à la poésie et des trucs comme ça.
la linguistique ne l'intéressait plus. Et la même chose pour Jacobson, qui avait fait des études très tôt, qui enregistrait les enfants dans les maternités, et puis qui disait c'est marrant, pendant la nuit il se passe des trucs avec les berceaux et tout. Il disait il rêve, en fait c'est des rêves. Il parle tout haut, il dit des choses comme ça. À la fin de sa vie, il a également laissé tomber la linguistique et il s'est intéressé à ces histoires d'anagramme, de langage et tous ces trucs-là. En disant que la théorie de Lacan sur le signifiant, c'était juste. C'est-à-dire que le signifiant représente un sujet pour un autre signifiant qui ne le représente pas. Vous avez la production de ce reste qui est l'objet petit a. Vous voyez? Je l'ai mis là pour rappeler ça simplement. Alors maintenant, on va s'attaquer à ce truc qui a l'air compliqué, mais qui n'est pas tant ça. On va s'attaquer à cette histoire de l'usage par Lacan des cercles de l'air, de l'air E-U, L-E-R, donc il y a des règles de fonctionnement qu'on ne peut pas transgresser, et puis il colle dessus aussi l'algèbre de Boole. Par exemple, dans la théorie des ensembles, si vous faites des calculs, par exemple, 2 plus 2, ça ne fait pas forcément 4. Ça peut faire 3 ou 2 seulement. Ça dépend de la façon dont vous les avez situés les uns par rapport aux autres. C'est des choses comme ça. Alors que nous, on a l'habitude de dire 2 et 2, ça fait 4. Non, dans ces algèbres-là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors les cercles de l'air, les voilà représentés dans leur ensemble, et on va tâcher de faire le circuit. Je vais tâcher de vous le faire saisir. Au départ, le départ de Lacan considère que la science moderne est née avec Descartes, c'est ça, et où Descartes dit « je pense, donc je suis ». C'est ça la phrase. Je pense, donc je suis. Et évidemment, Lacan va contester cette affaire-là en prononçant un peu à la légère parfois, en disant « je pense comme un pansement, je pense donc j'y suis ». Pour bien montrer qu'il suffit de équivoque signifiante pour foutre en l'air le système. Et il dit à cette occasion-là que le discours de la science moderne apparaît avec Descartes, et il a comme effet, ce cogito ergo sum, il a comme effet que le sujet, il est fort clos. Hein? Je pense donc je suis. Le je suis, ce n'est pas le sujet de la psychanalyse. Ce n'est pas le sujet de l'énonciation. C'est le sujet de l'énoncé. C'est ça qui s'est passé avec la science moderne. Quand Lacan dit que le sujet a été fort clos et il est réapparu dans le réel. Pour nous, chacun de ces choses-là se passe tous les jours. On voit bien comment, avec l'évolution, par exemple, des ordinateurs, tous ces trucs-là, on n'est plus du tout traité comme des sujets, on est constamment en train de chercher. Il faut donner des codes, on ne vous croit pas, on vous demande de vérifier tout le temps. Alors autrefois, on se présente un guichet avec une carte d'identité, puis ça y est, c'est fini. Maintenant, même si vous mettez votre code, ils vous disent non, c'est pas. Et maintenant, ça se passe de plus en plus. Ils ne reconnaissent pas vos codes pour vous obliger à les mettre 2-3 fois. Ou alors réinitialiser un nouveau qui va vous paumer parce que petit à petit, vous changez constamment vos codes sous prétexte que vous allez être piraté alors que tout le monde s'en fout des ordinateurs des autres. Les vrais hackers, ils ne s'intéressent pas aux ordinateurs personnels. Peut-être pour les grands banquiers, mais pour la plupart des gens, on ne s'intéresse pas. Et vous savez un truc justement qui se passe actuellement, ils commencent à s'apercevoir que Facebook, dont tout le monde rigole, eh ben, ça a donné un pouvoir considérable à son fondateur, hein, et un pouvoir politique très considérable, parce que tout le monde y va contrairement à ce qu'on croit. Ça a une influence, et donc il a été reçu en France, on lui demande d'enlever les trucs orduriers, les machins comme ça. Ils ont déjà une machinerie qui fait ça, qui ne marche pas bien sûr. Hein, mais on voit l'impact que ça a dans la vie des gens. Et tout ce qui se passe pour nous actuellement au niveau des impôts, de tous ces trucs-là, on est toujours obligé maintenant de passer par des ordinateurs. Et c'est pas facile. Hein. Il y a beaucoup de monde en France, et les gens d'un certain âge sont complètement paumés, et ils ne savent pas quoi faire. Et on les oblige aussi à passer par ces ordinateurs, et donc ils sont obligés de se faire aider, c'est très compliqué. C'est pour vous dire que la science, justement, est fort clos le sujet.
plus de sujet de l'énonciation. On ne vous croit pas sur parole. Il faut que vous ayez une carte et un code. Sinon, on ne vous croit pas. Voilà. Alors, cogito ergo sum, ça donne dans un premier temps, par exemple, si c'est juste, ça donne ce qu'on appelle une réunion. Voilà. C'est-à-dire que les deux cercles qui étaient là, on les fait apparaître comme ça pour montrer que c'est uni. Hein, par exemple, si vous mettez 2 et 2 ici, ben, ça fera 4. Ça fera 4 pour l'ensemble, par exemple. Et ils peuvent se recouvrir l'un l'autre que parce qu'ils ont des choses communes. Ce n'est pas des choses très différentes. Alors, premier temps de l'opération, ce que fait Lacan, bien sûr, quand il dit cogito ergo sum, c'est faux, c'est où je ne pense pas, où je ne suis pas. On ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire qu'il y a une disjonction à introduire entre le où je ne pense pas et à ce moment-là, je suis, sujet de l'inconscient, bien entendu. C'est pour ça que dans la cure analytique, on dit aux analysants, dites ce qui vous vient à l'esprit, sans choisir, sans chercher à comprendre, sans le préparer à l'avance, c'est tout le truc. Hein. C'est ça qui est dit en fait. Et il y a une disjonction à opérer avec ça par rapport au cogito. Donc, ici, première opération, c'est des mathématiciens qui font ça. Hein. D'accord, il a simplement placé ces trucs là-dedans, c'est tout. A et B, on pourrait très bien mettre ici sujet et ici le grand autre. On pourrait faire comme ça, et je vais vous le marquer pour que vous le sachiez. On peut mettre ici le sujet et ici le grand autre. Rapport du sujet au grand autre. On va barrer aussi s'il est barré, puisqu'il est manquant. Il y a un manque dans l'autre, dans le grand autre, et c'est un trou. Et en fait, ce qui fait trou dans le grand autre, c'est le signifiant, et en gros, c'est le sujet. Le sujet divisé chez Lacan, c'est la structure. Voilà ce qu'il dit là. La structure quadripartite, dont je vous ai développé les séries, comme ça, ici. En vous montrant comment la fabrication du fameux discours du capitalisme dont il parlait, et il s'étonnait que personne n'arrive à l'écrire. Tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce discours capitaliste? Il a fallu qu'il aille à Milan en 72, il a donné ça aux Italiens en premier, pour construire à partir de ces 4 discours. Je vous ai montré comment ils étaient enchaînés les uns aux autres, rappelez-vous, dans le fameux quadripode qu'il a trouvé comme étant un objet mathématique, c'est-à-dire que dans l'espace à 3 dimensions dans lesquelles nous vivons, non, à 4 dimensions, 3 dimensions dans lesquelles nous vivons, on ne peut mettre qu'un quadripode régulier et un seul. Et il faut que tous les points soient à égale distance les uns des autres par rapport aux uns et aux autres. C'est ce fameux truc qui fait qu'on peut tourner, on peut faire tourner, tous les sommets sont équivalents. Par contre, lui, il installe des lettres là-dessus. Évidemment, les mathématiciens lui disent, mais c'est une aberration. Oui, c'est effectivement, pour les mathématiciens, c'est voulu par Lacan, qui dit aux mathématiciens, moi je l'utilise comme ça, parce que dans l'analyse, c'est comme ça que je repère la chose. Hein. C'est-à-dire, mais c'est une hérésie du point de vue mathématique. Et Lacan a toujours été un hérétique par rapport aux mathématiques, tout en disant, attention, le seul réel auquel nous avons confrontation, c'est le symptôme, ça brûle. Le réel, ça brûle. On se cogne, comme il disait. Alors que chez les mathématiciens, il disait, c'est les seuls qui peuvent manier le réel comme un feu froid. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un côté chez eux de métaphoriser et de poser des lettres, des algorithmes successifs pour approcher le réel. Mais le réel de la science, c'est pas le nôtre, même si on en subit les effets. Alors, ces schémas, je vous les avais montrés, comment on circulait en faisant simplement tourner les lettres, mais ces places-là, là c'est les places, c'est toujours la même chose. La vérité s'émet toujours par la parole, et s'émet toujours comme vérité à partir de ce point-là. C'est ça, la parole est là, et elle diverge en 2 vecteurs, un qui se dirige vers ce qu'on appelle
désir, agent, semblant, et un qui se désire, qui va de l'autre côté, c'est le savoir, le travail, le grand autre, la jouissance. Il s'en produit un déchet, qui est ici, la perte, qui va être signifiée par l'objet tita. Comme ça. Moi, je vous le montre ici. Mais évidemment, dans tous les discours, ce n'est pas la même chose, puisque comme on fait tourner les lettres, alors quand on dit ça, on dit que d'une part, chacune des lettres est radicalement différente des autres, mais c'est parce qu'elle est dans une différence absolue par rapport aux autres qu'il y a une équivalence. C'est un terme mathématique. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose, mais ça veut dire que ça a la même fonction. Ça peut fonctionner à la place d'une autre lettre. C'est pour ça que dans ces places-là, ça tourne dans les discours. Voilà, ici. On les avait développés, je pense que je ne remettrai pas ça tout de suite. Et vous voyez apparaître les choses. Le seul discours, je regarde ça ici, oui, le seul discours où le fantasme est en acte, c'est dans la psychanalyse. Ici. La façon dont on l'écrit ailleurs, on le retrouve ici. Et je vous avais montré également, c'est dans cette page-là où c'est de l'autre côté, et on voit mieux là. Je vous avais dit que, au fond, le discours capitaliste qui s'inaugure à partir du fin 19e siècle à peu près, ça commence, le discours capitaliste apparaît à ce moment-là, et Lacan disait que la découverte la plus dangereuse du XXe siècle, c'était la machine à calculer de Turing, la fameuse machine à... Il a eu de gros ennuis dans sa vie, parce qu'il avait une vie personnelle assez personnelle, et donc il a eu des gros ennuis, et c'est grâce à lui qu'on pouvait décrypter les messages des nazis et des choses comme ça. Il savait déchiffrer les codes avec sa machine à calculer. D'ailleurs, tous les appareils qui décodent et qui cherchent les codes, c'est toujours des machines à calculer. Alors, il a donc, Lacan a formulé ce que personne à l'époque, il disait que je ne comprends pas pourquoi personne n'arrive à le dire. On ne comprenait pas. On avait déjà du mal à comprendre comment il avait construit ça. Alors en plus de ça, comment il le met là. Je vous avais dit la dernière fois que vous voyez que dans le discours capitaliste qui est écrit ici, à la place de l'agent, c'est le sujet. Et le sujet, vous le retrouvez où? Vous le retrouvez dans, comme agent, vous le retrouvez dans le discours de l'hystérique. Alors voilà. Le sujet interpelle le sujet hystérique, ça ne veut pas dire, c'est pas de la pathologie, c'est même un des piliers du discours de la science, le discours hystérique. L'autre pilier, c'est le discours universitaire. Alors, vous voyez, le sujet divisé interpelle le signifiant maître, c'est-à-dire le contredit tout le temps. C'est ça ce qui caractérise la démarche hystérique, c'est de toujours contredire le maître. Toujours lui mettre le nez dans sa merde, en gros, permanence. Donc, ce sujet-là, ici, hystérique, il est là, et dans le discours capitaliste, vous voyez, il est emprunté au discours hystérique. Alors, il y a une inversion qui s'est produite, c'est aussi un truc qui est un forçage que fait Lacan. Il a inversé, d'habitude ça se passe comme ça, il a inversé les choses, ça se produit vraiment comme ça ça s'est produit vraiment comme ça, et que ce sujet-là, au lieu d'être tributaire du signifiant 1, c'est lui qui se considère comme étant le maître du signifiant. Je fais ce que je veux avec le signifiant. C'est dans Lewis Carroll, avec Alice au Pays des Merveilles, tous ces trucs-là, c'est des trucs très, très précis. Donc, il emprunte déjà à l'hystérique, il emprunte au discours, alors S1, il emprunte comme vérité le signifiant maître, qui est celui du discours universitaire, c'est-à-dire que l'universitaire qui est ici, son savoir lui est commandé par le maître. Hein? Tu feras tel programme à l'école, tu feras tel truc, et sous mes ordres, tu ne peux pas faire autrement, et je te donne de l'argent que si tu réalises ce que je te demande de faire.
et je t'oblige à trouver des solutions à mes problèmes, et voilà, c'est ça qui se dit. Le S2 qui était ici, que l'on avait dans le discours du maître, vous voyez, emprunté au discours du maître, une fois de plus, donc on voit bien comment Lacan parle alors, Lacan dit que justement le discours capitaliste, il est né d'une copulation entre le discours du maître et le discours de la science. Et la science, il l'a défini par deux pôles. Celui de l'invention par un sujet. Et vous savez que dans la science, quand quelqu'un trouve un truc, on donne le nom, on donne son nom, mais on lui dit, on l'évacue, on lui dit, bon maintenant, tu nous as trouvé ça, nous on va pouvoir s'en servir, tu as trouvé un nouvel algorithme, on va pouvoir avancer, hein, comme ça. Ça se passe comme ça, il est dépossédé même s'il donne son nom propre à sa découverte, c'est accaparé par le discours de la science, puisque le deuxième pilier du discours de la science, c'est le discours universitaire qui se trouve ici. C'est-à-dire que l'universitaire, avec les commandements du maître, fabrique du savoir. Les programmes scolaires, c'est ça. L'histoire, la géographie, la grammaire, et tout le reste. Et puis, dernier point, ce qui se produit dans le discours capitaliste, cette perte, la fameuse plus-value, le travail en trop, le travail qui n'est pas payé, c'est ça qui intéresse le capitaliste. C'est-à-dire que c'est avec ça qu'il constitue son capital. C'est avec ça qu'il accumule de l'argent. Il met ça à la bourse, il met ça dans les Caraïbes, il met ça, je sais partout, un peu partout, pour pas qu'on pince, mais c'est ça qui se passe. Et alors, avec ce discours-là, il y a une chose qui s'est passée, c'est que cette inversion, c'est-à-dire c'est une perversion du discours du maître, ben, ça ne fonctionne plus comme je vous avais expliqué ici ou partout ailleurs. Quand ça a un départ d'ici de la vérité, ça monte, vous faites ce trajet, et vous ne pouvez plus revenir à l'origine. Vous voyez, il y a un impossible, il y a une butée, ce qui fait que l'origine de chaque discours est attenant à un bout de réel, qui attrape le discours. C'est ça que ça veut dire. Hein. En gros, c'est comme ça. Les discours, quand même, ils ont un rapport au réel. Le réel tel que Lacan le définit comme étant l'impossible à écrire et l'impossible à dire. Mais en même temps, ben, il faut essayer de l'écrire, il faut essayer de le cerner, parce que sinon on s'en sort pas. On a bouilli en permanence. Donc c'est un discours qui rien ne lui est impossible, puisque ça tourne comme ça, vous voyez, en 8. Donc rien n'est impossible, vous savez que c'est un slogan, hein, tout est possible. Les hommes politiques, ils vous disent si on veut, tout est possible. La psychanalyse dit non, monsieur, tout n'est pas possible. Enfin, c'est comme ça. Donc, tout ça, je vous l'avais expliqué, et vous avez petit à petit cette histoire d'objet petit a. Alors, sur le discours, on va revenir en arrière avec l'autre, parce que ça, c'était pour pouvoir me repérer. Est-ce que vous voyez? Non, c'est pas là. Non, c'est l'autre côté. Oui, alors, cette espèce de ces petits côtés potes, ces petits carrés, comme ça, quand Lacan, je vous l'avais dit, avait écrit ça au tableau dans son séminaire qui venait après mai 68, parce que tout le monde s'interrogeait sur ce qui était en train de se dire, Foucault a sorti un texte sur l'ordre du discours, alors ça a dû piquer au nez de Lacan et qui a voulu lui répondre pour dire qu'il n'était pas d'accord avec ce que disait Foucault. C'est probablement ça qui a poussé Lacan à sortir sa catégorie du discours, qui ne méconnaît pas ni ne méprise le travail de Foucault, mais Foucault il est ailleurs. Foucault il est dans le discours du sens, il est dans le sens. L'herméneutique du sujet, c'est ça que ça veut dire. C'est qu'au fond, le sujet, il est conditionné par les discours, mais il a quand même une certaine maîtrise du discours, ce que sont les philosophes, ce que sont même les savants, pourquoi pas, toutes ces choses-là. Donc, Lacan, dans Ou pire, plusieurs années après, parce qu'on ne comprenait pas comment c'était venu. C'était difficile.
difficile à saisir ça. Il a expliqué ce que c'était. C'est-à-dire qu'il disait que toute parole, ça c'est un graphe de la parole, toute parole c'est née d'un lieu de vérité et diverge en deux vecteurs. Voilà. Un qui va vers le lieu, ici, où j'avais mis par exemple dans le discours du grec, ici, le savoir. C'est quoi? C'est le savoir de l'esclave au départ. C'est aussi le travail. Vous savez que le travail, ça vient de tripalium, c'est un engin de torture. Il y a quand même des gens, il y a eu des civilisations, les gens ne travaillent pas. Les pêcheurs, et surtout les chasseurs, ne travaillaient pas. Ça faisait partie de leur activité et ça avait une valeur subjective très importante. D'aller chasser des gibiers, il y avait des identifications, il y avait des cérémonies, tout ça. Et donc ça c'est le diagramme du fonctionnement de la parole. Et alors, bien sûr, une qui va vers le semblant. Alors le semblant, ça ne veut pas dire que c'est semblant, ça veut dire qu'on l'appelle comme ça le signifiant. On l'appelle semblant pour ne pas dire que c'est le réel. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire ça veut pas dire qu'on fait semblant. Quand on parle, on ne fait pas forcément semblant. On est conditionné par des signifiants que nous utilisons et qui donnent des sens aux mots. Le semblant, donc la place de l'agent du discours. Dans tous les discours, il y a un agent. Vous l'avez dit comme ça. Le sujet dans le discours hystérique, le sujet dans le discours hystérique qui a permis à Freud d'inventer la psychanalyse. Parce que les premières patientes, dont Anna O et Dora, mais Anna O en particulier, a dit « Je serais mieux si j'étais allongé sur un divan, que je ne le voyais pas ». Il lui a dit « Allez-y », puis il a trouvé que c'était très bien, parce qu'il disait que pour lui aussi c'était très pénible d'être en face à face toute la journée avec des gens qui... C'est quand vous mettez les gens face à face, ils vous regardent, ils veulent savoir ce que vous pensez, et c'est intenable. Si vous faites une journée avec plusieurs patients, c'est très dur de supporter comme ça. Mais en même temps, très élégamment, en disant plus de ça, on est sur un divan, c'est comme quand on rêve. Parce que l'association libre, c'est une façon en fait de parler comme dans le rêve. C'est exactement ça. Les analysants le pichent très vite. Et après quelques semaines d'esbrouf, dans les entretiens préliminaires, il se dit bon, si je ne lui fais pas ça, il ne va rien comprendre à ce que je lui dis, parce que l'analysant, il sait bien que l'analyste ne sait rien de lui. Il le sait. Simplement, il lui attribue un savoir. Mais attention, parce que j'ai entendu l'autre jour à l'école une déviation du truc, c'est pas dans quand l'expression de Lacan, sujet supposé savoir, ce n'est pas le sujet à qui on attribue le savoir. C'est le savoir qui est supposé, c'est tout. Donc quelqu'un peut tenir une position de semblant de ce savoir. Le tenant-lieu, c'est pourquoi dans le discours analytique, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que l'analyste propose comme étant... Alors, attendez, celui-là, je les caméras de la même façon. L'analyste, il se fait le tenant-lieu du savoir inconscient du sujet, qui lui est supposé, mais c'est une pure supposition, du sujet qui parle. Hein. Et en fait, le sujet qui parle dans la cure, qu'est-ce qu'il fait? Il produit des signifiants maîtres. C'est ça. Ça veut dire qu'il repère ses amarres à la chaîne signifiante, petit à petit, même s'il ne le sait pas au départ, et il change le cours de son histoire. Et c'est vrai que dans les cures, on voit quand même des vies qui changent radicalement, les gens changent de registre, font autre chose dans la vie, il se passe quand même des choses très importantes. Alors, où est-ce que j'en suis maintenant? Bon. Ici, le savoir, bon, le savoir, c'est la place de l'esclave. D'ailleurs, Lacan dit bien, si vous regardez du côté de l'analyste, pensez à l'esclave. Les analystes sont pas des esclaves, pas du tout des maîtres, c'est des esclaves. Ils manient tout ça parce qu'on leur suppose qu'ils savent le faire. Mais en fait, c'est un travail d'esclave, le travail d'analyste. Donc, le savoir, l'esclave, pourquoi on le prend en esclavage dans l'Antiquité? Parce que quand on a gagné une guerre contre l'ennemi, on liquide tous les guerriers parce qu'ils sont trop dangereux, on les tue tous, et puis on garde les prisonniers qui savent faire des choses. Hein, c'est-à-dire, celui qui faisait des bateaux, ben, il va travailler pour son nouveau maître, il a le savoir, donc il travaille, il est mis au travail comme esclave, il est à la place de l'autre, parce que le maître qui est ici en position dans le discours du maître de sujet divisé, je vous ai dit que c'était quand même un imbécile, c'est vrai que les mecs sont souvent des gens très bêtes. Et lui, du moment qu'on lui apporte ce qu'il a commandé, bah, il s'en fout de ce qui se passe.
regarde même pas, quoi. On lui donne sa petite part de ce qu'il demande, et puis pendant ce temps-là, l'esclave qui est là, il a le savoir, il travaille, il est en position d'hôte, et il est plutôt maître de la jouissance. Il prépare à la façon dont il va se débarrasser du maître, dont il va se révolter pour récupérer sa liberté. C'est ça qui est important à voir. Et puis là en dessous, c'est la fameuse perte, la production, perte. Et vous voyez, l'objet petit a qui est ici est assimilé par Lacan à ce qu'il appelle le plus de jouir. Hein, c'est la plus-value. Alors pourquoi le capitalisme ne supporte pas? Il y a des attaques en ce moment sévères contre la psychanalyse actuellement, qui se préparent. Parce que le discours, le capitalisme, il a repéré le truc. Il a repéré que la plus-value dans le discours analytique, l'analysant, il le récupère, contrairement à l'ouvrier à qui on prend cette part-là, celle qui permet de... Tandis que dans la psychanalyse, il le récupère à la fin de la cure, ou dans la cure, il récupère sa plus-value, son travail. Il récupère parce qu'il change le cours de son histoire et puis il se fait une vie un peu différente quand même. C'est quand même très souvent comme ça que ça se passe. Et ça ne veut pas dire que tout le monde qui est en analyse devient analyste. Et même c'est même grave de devenir analyste quand on a fait une analyse, parce qu'il y a des choses plus marrantes à faire dans l'existence. Je lui dis ça comme ça. C'est vrai que c'est un peu comme ça. Bon, voilà. Je vous dis tout simplement pour vous dire que déjà, on est passé d'un objet virtuel comme objet petit a, et ensuite, il a une valeur symbolique puisqu'il naît à partir de l'opération langagière, et puis c'est un reste qui est un bout de réel. C'est ça, c'est un bout de réel. Quand on parle de bout de réel, je suis très frappé de voir que dans les suivants, cette expression, ils l'ont barré, alors que Lacan, il est très attentif. Le réel, c'est pas un tout, c'est plein de trous même, le réel. On peut faire des trous dans le réel. Les enfants à la plage, je vous l'avais dit, que le doigt, ils font des trous, parce qu'ils veulent voir la mer remonter dans le trou, et ça les interroge, ils disent, qu'est-ce qu'il y a là-dessous, hein? C'est comme ça, le truc. Voilà. Alors, là, je vais finir ça, et puis maintenant, je vais aborder, pour vous dire comment Lacan utilise des objets mathématiques pour construire sa théorie. C'est pas sa théorie, parce que c'est pas ça, mais son discours. Le discours de l'analyste et le discours de la psychanalyse. Voilà, ici. Donc, il emprunte à la théorie des ensembles, à Boole, B2O, LE, oui, c'est ça, et les fameux cercles de l'air qui ont des caractéristiques très précises. Donc, quand Lacan va les aborder, il va tenir compte de ça. Donc, cogito ergo sum. Je pense donc je suis. C'est le départ. Hein. La réunion, ça donne ça. C'est-à-dire que quand vous êtes là-dedans, ou même là-dedans comme ça, c'est l'aliénation. C'est ce qui se répète. Vous répétez constamment dans la vie courante l'aliénation dans laquelle vous êtes pris du fait du discours dominant. C'est ça. C'est presque là, on pourrait dire, je vous disais un peu plus avant, c'est presque votre position symptomatique. En gros, c'est votre symptôme qui vous fait faire, qui vous fait répéter toujours la même chose. Vous savez bien qu'on ne voit personne en existant. On fait toujours la même chose. On fait des petites variations, mais en gros, on fait toujours la même chose. Alors, la réunion, c'est ça. Laisse tomber. Et parce que Lacan conteste le fait que le cogito, la pensée, soit équivalente à l'être. C'est ça que ça veut dire. Hein. Conteste ce truc-là. Et donc, dans un premier temps, il utilise les autres, il fait une négation de ce cercle-là. Donc, quand il a fait cette négation, on obtient ça. Du coup, là où il y avait la pensée, le sujet ne peut dire « je ne pense pas ». Vous voyez ce que je veux dire? Je ne pense pas. Alors qu'avant, il disait « je pense ». Il dit « je ne pense pas ». Et je ne pense pas. Et là où je ne pense pas, on va voir ce qui se passe avec ça. Ici, deuxième opération, il va y avoir une négation de la réunion, ici, et on va obtenir cette petite figure, là.
je ne suis pas. Je ne suis pas dans ma pensée. C'est ça que ça veut dire. Je ne suis pas équivalent à ce que je pense. Je ne suis pas, et dans la particule nulle, de ce côté-là, Lacan installe l'objet θ, ou le ça, et ici, il installe le moins fini, le manque phallique, le manque du signifiant phallique, qui n'existe pas dans la chaîne signifiante, qui est toujours dans les intervalles des signifiants, dans la métonymie de la chaîne signifiante. Et on obtient cette figure-là, troisième passage ici, on obtient cette espèce de figure ici, entre le A, je ne, vous voyez, là je pense donc je suis, là c'est je ne pense pas, je ne suis pas de ce côté-là. Vous voyez, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et dans cette espèce de lunule qui est commune aux deux, il va installer l'objet de θ, et il va installer le moins phi. Autrement dit, pourquoi il peut les mettre communs aux deux? Tout simplement parce que ce sont des trous, c'est tout. Hein, c'est des manques. C'est des manques, donc deux manques peuvent cohabiter sans que ça pose de problème. Je ne suis pas, je ne pense pas, et ici c'est là. Alors, dans la cure, voilà le processus. Ça va, ça vous suivez à peu près? Bon. Dans la cure, ce qui se passe, c'est que au sujet, on lui dit, voilà, ben, tu trouves ici, dans ton aliénation, autrement dit, en gros, tu reconnais que tu as un symptôme, au sens large du terme, et est-ce que tu veux faire une analyse? Est-ce que tu veux... C'est ça les entretiens préliminaires. On appelle les entretiens préliminaires. Il ne faut pas que quelqu'un vienne vous demander une analyse, il ne faut pas dire qu'il vient vous demander une analyse, c'est un symptôme, ça. C'est même pas bon quand quelqu'un vient vous dire je veux faire une analyse. Il faut qu'il vienne, il faut qu'il souffre. Il vient vous voir parce qu'il souffre de son corps et de son esprit. Il vient voir une analyse d'abord pour ça. C'est vrai que dans les écoles, ça fait beaucoup de problèmes parce qu'il y a des tas de gens, ils veulent devenir analystes, ils n'ont même pas commencé une analyse. De vouloir être analyste, ce n'est pas forcément un désir d'analyste. Donc c'est à traiter comme un symptôme. Dans les entretiens préliminaires, c'est ça. Hein. C'est ça qu'on va. Dans cette, on va avoir, on est là. Hein. On est là, dans cette intersection, et on est dans ce truc-là. Je ne pense pas, je ne suis pas. Là, comme ça, à partir de là, vous pouvez commencer à travailler avec la vision. Donc, il faut savoir à quel moment vous allez faire disparaître le regard qui va aller sur son divan. Cela dit, il y a aussi des cures qui peuvent se déplacer, se faire en face à face avec certains sujets qui ne supportent pas, ils sont trop angoissés pour se mettre sur le divan. Et c'est possible de le faire, c'est un peu plus délicat à manier, mais c'est possible. Mais vous ne pouvez pas passer la journée avec 3 ou 4 personnes en face à face, c'est dur à supporter. Il n'y a que les psychologues dans les CMPP qui sont capables de faire ça, parce qu'ils ne sont pas dans l'analyse. Ils sont dans la position de maîtrise. Donc c'est pas du tout pareil. Quand vous n'êtes pas dans la position de maîtrise, vous mettez votre peau en jeu. Et d'ailleurs, Lacan le dit bien, il dit que l'analyste met en jeu son réel, ce qui lui est à lui le plus inconnu. Donc, quand on devient analyste, à partir d'un certain moment, en même temps, toute sa vie, on va être sur cette position-là on ne sait pas ce que c'est que, on ne sait pas quel est le réel de l'analyse. Qu'est-ce que c'est que, la grande question, c'est qu'est-ce que c'est que le désir de l'analyste? C'est un truc fou, le désir de l'analyste. Hein, quel est l'objet du désir de l'analyste? Ailleurs, on peut dire à des gens, on connaît leur objet. Il y en a un qui veut se marier, il veut avoir des enfants, l'autre qui veut gagner beaucoup d'argent, enfin, il y a plein de choses. Mais un analyste, qu'est-ce que c'est que le désir de l'analyste? Qu'est-ce qui a pu pousser Freud à vouloir se mettre dans une position absolument impossible? Il le dit, hein. Il aurait pu faire une carrière très brillante. C'était un neurologue dont on a reconnu en 1946 qu'il avait un des découvreurs de la synapse. Il avait fait des travaux sur la cocaïne, donc on est probablement un petit peu lui aussi, parce qu'à cause de son cancer, il souffrait de la mâchoire, il a souffert toute sa vie avec cette histoire-là. Et donc, il a choisi l'option, quand il est venu d'abord à Paris, chez Charcot, il a observé ce que faisait Charcot, et il a dit, moi je ne ferai pas ça. Parce qu'il faisait, Charcot manipuler des patients, et puis Charcot, on sait mieux maintenant, il avait pris des actrices qui faisaient semblant de faire des symptômes hystériques.
paralysie bidon, des trucs comme ça. Il y a beaucoup d'hypnotiseurs qui font ça, des fois à la télévision, les gens s'écrouent, vous avez déjà vu. C'est bidon, ça. L'hypnose, ça endort pas comme ça, hein, l'hypnose. C'est pas vrai. On peut faire dormir quelqu'un avec l'hypnose, mais c'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. C'est autre chose. L'hypnose, c'est faire attraper le sujet et lui faire de la suggestion. On en fait toute la journée des suggestions quand quelqu'un est voir. Mais si, tu es très bien, tu as réussi ton examen et tout ça. Et puis, c'est comme ça que ça se passe. Donc, lui, Freud, il a dit, je ne ferai pas comme lui. C'est à ce moment-là qu'il s'est lancé, quand il est retourné à Vienne, il s'est lancé à inventer sa cure. Il a mis du temps avant de découvrir son truc. Il a mis du temps avant de lancer sa machine. Alors, on en arrive donc à ce schéma que je reprends maintenant, ici. J'espère que je n'ai pas pu le faire plus grand, j'y peux rien. Voilà. Au départ, position d'aliénation. C'est l'aliénation. Avec une logique qui est empruntée à Aristote, d'ailleurs, c'est ou bien ou bien. Ou bien tu penses, ou bien tu es. Tu ne peux pas être les deux à la fois. Quand il y a une conjonction des deux, c'est que tu es dans un symptôme, tu confonds tout. C'est ça que ça veut dire. On sait très bien comment les grands philosophes, les philosophes de lettres essayent de montrer comment ils sont détachés de la vie commune des autres, qu'ils sont dans la pensée. Pourquoi pas, hein, c'est comme ça, c'est comme ça que ça avance les choses. Et la psychanalyse, elle a inventé autre chose, elle a tout simplement inventé qu'il y a un inconscient que Freud a pu identifier, a pu en faire l'inventaire surtout, et que maintenant, on est des parlettes, dit Lacan, on est des êtres humains parlants, et on a tous un inconscient. Et que cet inconscient, il surdétermine notre existence, qu'on le veuille ou pas. Alors les gens qui vous disent l'inconscient et tout ça, c'est du bidon, c'est pas vrai. C'est comme ça qu'ils disent. Les gens qui ne croient pas, ils ne croient pas à la psychanalyse. D'ailleurs, tout ce qui est possible n'est pas obligatoire pour nous. Si les gens ne veulent pas avoir des analystes, on ne va pas les chercher de force. Hein. Ils ne viennent pas à l'analyse et puis c'est tout. C'est pas ça le problème. Par contre, que ça ait des effets sur l'histoire de la plus-value, ça a été perçu par les types. Hein. Ils aimeraient bien pouvoir faire comme ça avec leurs clients, récupérer une plus-value supplémentaire. Avec les logiciels qui changent tout le temps, avec les ordinateurs dont l'obsolescence est calculée pour vous récupérer constamment, vous faire acheter du matériel dont on n'a pas besoin. Alors, ici, point de départ, je ne pense pas, je ne suis pas. Il y a deux possibilités. Il y en a trois, mais pas tout de suite. Il y en a deux. Il y en a une, ou bien je passe à l'acte, c'est-à-dire que je fonce, j'y vais, je ne sais pas ce que je fais, mais j'y vais. Passe à l'acte. Ici, vous voyez, passage à l'acte, c'est une figure de la psychanalyse. Passage à l'acte, ça veut dire que vous agissez une chaîne signifiante qui vous détermine sans savoir ce que c'est. Et donc, au fond, ce que vous êtes, vous, dans le passage à l'acte, gros gens comme devant, le plus souvent, vous êtes simplement un objet de déchet. C'est le ça ou c'est l'objet de Tita. Vous êtes victime de votre propre passage à l'acte. Vous êtes sur la route, il y a un type devant vous, il ne se conduit pas assez vite, vous le doublez à gauche, en appuyant force le champignon, et 300 mètres plus loin, les gendarmes vous arrêtent, vous avez fait un passage à l'acte. C'est ça, un passage à l'acte, c'est pas toujours un assassinat, c'est des choses toutes simples, pas fait ça. Tout le monde fait ça tous les jours. Hein. Ou bien on fait des passages à l'acte liés à l'existence de l'inconscient, et on fait des conneries. On peut avoir des pépins, on peut tomber, on peut faire des choses comme ça, on peut oublier, d'éteindre le feu chez soi à la cuisine, et puis quand vous revenez là, l'immeuble a brûlé, c'est connu tous ces trucs-là. Bon, alors, passage à l'acte, je suis ça. Ça, c'est une première alternative. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'acting out. L'acting out est à considérer, c'est différent de votre passage à l'acte. C'est également une chaîne signifiante que vous mettez qui vous prend et qui vous fait faire des trucs. Vous ne le savez pas, mais ça vous fait faire des trucs auxquels vous n'aviez pas pensé. Et donc, vous débouchez sur une position qui est ici,
je ne suis pas dans l'acting out. Je ne suis pas le sujet qui agit l'acting out. Je suis assujetti à l'acting out qui me surdétermine également. On a cette petite module ici comme ça, et donc ces deux figures, voilà, vous voyez, on en est là dans le second temps de la chose. Et puis, ça c'est, je vous parle du déroulement de la cure, hein, en gros aussi. C'est-à-dire que dans la cure, effectivement, l'analyste, il faudrait quand même qu'il pose le moment d'entrée en analyse, c'est-à-dire que le sujet repère un petit peu que dans les entretiens préliminaires, il a fait un premier travail d'élaboration, et ce travail d'élaboration lui fait comprendre qu'il vient en analyse parce qu'il le désire. Et très souvent, quand ça se présente comme ça, il n'y a plus la même souffrance. Parce que les gens qui viennent voir, ils souffrent de leur corps et de leur esprit, et quand les gens pichent ça, et puis ils savent qu'ils sont pris là-dedans corporellement, ça modifie leur travail dans la cure. Alors, ici, je suis ça. Là où je ne pense pas, je suis ça, je suis un objet. Si je pense à rien, ben, je suis un pur objet. Il y a beaucoup de gens qui vivent comme des objets. Ils sont tout le temps dans le passage à l'acte, et ils sont dans le passage à l'acte que leur impose leur patron. Ils leur font faire des trucs. On va dans une école analytique, il se passe des trucs bizarres, moi j'en ai vu l'autre jour. Tous les gens, ils font la même chose, ils ne se posent même plus la question de ce qu'ils font. Hein, je ne vais pas donner de détails parce que c'est pas la peine, enfin, c'est comme ça. Ils installent quelqu'un en position de maître, l'autre il n'est pas maître plus qu'un autre, et puis ils lui obéissent. Ils trouvent quelqu'un qui donne des ordres, qui organise, donc ils lui obéissent. Passage à l'acte en permanence, parce que le maître qui est dans cette position-là, c'est pas un vrai maître, il risque pas sa peau, il vous commande, il vous fait faire des trucs. C'est connu, dans les institutions analytiques, c'est très repérable. Moi je dis ça parce qu'ailleurs, je ne vois pas ce qui se passe toujours quand même. Et puis, de l'autre côté, donc l'acting out, je ne suis pas. C'est-à-dire que là où c'était, je suis ça, et là où je ne suis pas, il y a des pensées qui me conditionnent, des pensées de l'inconscient. Voilà, c'est ça le truc. Hein. Alors, la cure se développe sur ce registre-là, et alors il y a un problème du transfert, parce que Lacan considère que, en fait, l'opération analytique consiste à disjoindre cette aliénation, vous voyez, hein, à faire apparaître qu'entre les deux, il y a un espace vide où il y a ces objets qui sont des trous, qui sont maniables. Il faut qu'il arrive à amener le sujet, justement, à pouvoir les décomposer pour pouvoir se libérer de son aliénation. Alors, Lacan, il met, là j'ai mis une flèche, je vous dis pourquoi, parce que je me suis fait influencer comme tout le monde, c'est-à-dire que, en fait, la flèche chez Lacan, elle se situe comme ça, dans ce sens-là, et c'est la flèche du transfert. Alors, le transfert dans la cure, on transfère des signifiants, c'est ça que ça veut dire. C'est sûr qu'on parle de l'amour de transfert, mais Lacan, il n'est pas dupe de ça, il parle de l'énamoration du transfert, c'est-à-dire le transfert renferme de la haine et de l'amour, et puis de l'ignorance et tout, c'est pas du tout un truc on aime, c'est pas vrai ça. Les analysants, ils n'aiment pas leur analyste, ils sont assujettis à leur analyste, parce que la discipline analytique, il les met dans une position provisoirement de dépendance au sujet supposé savoir qu'ils incarnent dans l'analyste, alors que c'est leur savoir qui est en train de les faire avancer. Mais ça, ils ne savent pas, c'est comme ça la cure. C'est comme ça qu'on parle là-dessus. Donc l'analyste, il a à supporter du point de vue éthique cette position et de ne pas être quelqu'un qui triche avec ça. Parce qu'il y a aussi des analystes qui prennent le pouvoir sur les analysants et qui leur font faire ce qu'ils veulent. Ça existe. Hein. On peut faire beaucoup de choses à un analysant si on commence à le manipuler pour lui faire faire des trucs. C'est connu ça. Bon. Donc Lacan, il met la flèche comme ça. Moi, je me suis fait influencer à une époque par Jacques-Alain Miller, parce que lui, il disait que la flèche, le transfert, c'était ça. Ça m'a beaucoup travaillé, et puis je ne comprenais pas, et puis un jour, bon, j'ai pigé, j'ai gardé ce schéma, parce que je l'avais mis en place à l'époque. Le transfert, c'est ça. Transfert de signifiant qui aboutit que, vous voyez, ce qui a été obtenu dans l'acting out, parce qu'il y a des acting out dans la cure, qui ne sont pas forcément extérieurs au divan, mais des propos tenus dans la cure qui sont des véritables acting out. Hein, et puis des passages à l'acte
qui sont dans le contexte de la pure. Vous allez chez votre analyste, vous n'avez pas amené votre argent avec vous pour le payer. Oubliez. Il gueule comme un putois en disant comment formuler l'argent. À chaque fois, vous allez chercher l'argent tout de suite, la banque est à tel endroit. Parce qu'il veut son argent à chaque fois, il ne faut pas qu'il fasse crédit en gros. Hein. Pas crédit, l'analyste, il n'a pas à faire crédit parce que sinon c'est l'enfer. Bon. Donc, de l'amener ici pour que ces deux trucs qui étaient accolés dans l'aliénation se séparent. Voilà ce que ça veut dire. Ce que Lacan appelle la traversée du fantasme, puisque c'est une expression utilisée, ça ne veut pas dire qu'on traverse un lac ou un fleuve, hein, c'est pas ça du tout. La traversée du fantasme, c'est que c'est un objet qu'on parcourt de telle sorte qu'on arrive à obtenir ça. C'est-à-dire, je ne suis pas, qui est une destitution subjective, et je ne pense pas qu'il la renouvelle. Non seulement je ne pense pas, je suis l'objet de mes pensées inconscientes, et je ne suis pas, voilà, je suis aliéné à mon inconscient. Et quand on les détache, ces deux trucs, on fait apparaître effectivement ce qui se passe dans ces moments-là, ce qu'est le phallus, c'est-à-dire le signifiant phallique, le signifiant qui nous rattache au langage, et l'objet petit a, ici, qui est le déchet même de ce qui se passe dans le discours, par exemple, dans le discours du maître qui est ici. Voilà. C'est-à-dire que dans le discours du maître, ça part du sujet, le maître qui est ici, qui commande le signifiant, parce qu'il est le maître, il ne commande rien du tout, c'est toi qui commande, qui aboutit au savoir de l'esclave, qui met au travail. D'ailleurs, l'esclave, il a intérêt à bien savoir, parce que sinon l'autre, il va le zigouiller. Et puis, il se produit toujours un déchet, ici, dans le discours du maître. C'est ça l'objet petit a, que Lacan va assimiler à la perte, à la plus-value et au plus de jouir de Marx. Il fait les connexions petit à petit, il fait ces lectures-là ici. Donc, ici, dans ce qu'on appelle la passe, il se passe cette chose-là, puisque je ne suis pas et je ne pense pas, c'est une destitution subjective massive. C'est-à-dire que vous perdez votre identité, en gros. C'est ça, ce moment-là, c'est un moment pour Lacan, on dit que c'est un moment assez fou. C'est-à-dire que vous n'êtes plus du tout attaché à vos signifiants habituels, puisque vous êtes en train de vous en détacher. C'est le moment de la passe, c'est ça qu'il voulait saisir Lacan, mais on ne va pas en rester là, parce que vous n'allez pas rester dans la destitution subjective, et puis, bien entendu, dans la destitution subjective, automatiquement, vous touchez à l'être de l'analyste, c'est-à-dire que lui, c'est un déchet, c'est ce qu'on appelle le désêtre de l'analyste. Destitution subjective du côté de l'analysant, et l'analyste, vous apercevez que c'est un clown, quoi. C'était un clown, c'était un fantôme, c'était tout ce que vous voulez. Désêtre. C'est douloureux pour un analyste qui a travaillé pendant des années avec quelqu'un qui un jour est pris là-dedans. C'est-à-dire que d'un seul coup, le sujet se détache de l'analyse, la relation transférentielle, elle tombe, et ça, Lacan, c'est un truc qu'il a voulu savoir, parce que lui, il n'a jamais dit qu'il savait bien. Il n'était pas dupe de ces schémas. Les schémas, ça avait une valeur propédeutique, ça ne veut pas dire que c'est entièrement comme ça. Et voilà, donc ça, il faut qu'il y ait un retour. Donc alors celui-ci, il faut qu'il repasse ici, et celui-ci, il faut qu'il repasse ici, et que ça revienne. Vous voyez, là, j'ai fait ce petit triangle là. Ça revient, mais ça a changé de place. C'est-à-dire qu'on a fait un parcours que l'on connaît à peu près, et on se repère mieux en principe on se repère mieux dans l'existence. Voilà où se pose la fameuse formule de la traversée du fantasme, qui suppose, c'est ça que Lacan invente, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'avoir un témoignage de ça. Donc, il invente sa procédure d'Apace pour essayer de savoir pourquoi on devient analyste et surtout comment on devient analyste. Lui, il n'interroge ça, mais il s'interroge sur la finalité aussi de l'analyse pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui ne deviennent pas analystes, ils n'ont pas envie d'être analystes, ils font tout à fait ce travail-là, et puis ils font leur vie autrement. Il y a les écrivains, il y a les artistes, il y a
des tas de gens qui se débrouillent avec ce qu'ils ont fait dans une cure et qui ont changé le cours de leur existence. Ça, c'est quand même le témoignage qu'on a. Donc, il faut ce retour, et au retour, les choses ont changé ici. Hein. Le rapport qu'il a à son inconscient n'est plus le même qu'il avait, parce qu'au début, ce qu'on appelle l'inconscient, en fait, c'est un terme qui est un peu trompeur, l'inconscient, parce que c'est pas l'opposé de la conscience. Hein. La conscience, c'est autre chose, déjà. Parce que tout le monde vous dit qu'il faut être conscient. Hein. C'est comme ça, dans le discours du maître, il faut être conscient de ce que vous faites. Nul n'est censé ignorer la loi. Hein. Vous savez ça, dans notre code. Vous allez devant un tribunal, vous avez commis un délit, vous pouvez dire je ne le savais pas, nul n'est censé ignorer la loi. Alors à partir de là, on va vous interroger pour savoir quelle est votre bonne foi. Parce que c'est vrai qu'il reconnaît que vous ne savez pas tout. Vous savez le procès qui se passe actuellement avec le couple dantesque là, ils se sont défendus, c'était l'or du père, de la grand-mère, je ne sais pas quoi, et puis ils se retrouvent devant un tribunal qui dit vous êtes un escroc, 4 ans de prison requis, c'est dur maintenant quand même. Bon, donc Lacan a voulu expérimenter cette histoire de la passe, spécialement dans son école, avec des gens qui, ayant fait une analyse, sont obligés de devenir analystes, parce que c'est ça. On devient analyste, c'est pas tellement par choix, c'est parce que c'est obligatoire. On est poussé par un truc qui fait que vous êtes là, et c'est définitif. C'est-à-dire que c'est inoubliable, ce moment-là est un truc inoubliable, et donc il essaye d'obtenir le témoignage de ça. Alors, il invente une procédure, dont je vous donne un petit peu le détail. Il dit voilà, alors la personne qui pense avoir éprouvé cette période, c'est très agité ça, hein, quand vous êtes là-dedans, c'est quasiment une expérience psychotique quand même, hein, c'est un peu délirant. Quoi. Alors c'est pas vraiment la psychose parce que ça va se remettre en place, mais c'est quand même pas loin du point de vue phénoménologique de ce qui se passe pour un psychotique, avec hallucination et tout le reste. Hein. Donc beaucoup de conneries que font les gens dans cette période-là, quand ça leur passe des trucs. Il essaye, il dit voilà, celui qui veut, il demande, j'aimerais bien savoir comment on devient analyste, et il demande à ses élèves, à ceux qui suivent son enseignement ou ses analysants, d'aller faire la passe. Alors la passe, ça consistait, quand vous aviez décidé ça, à aller voir ce qu'on appelait 2 passeurs. Ces 2 passeurs, c'était des gens, des analysants d'autres analystes, ou même du vôtre, qui donnaient des noms de leurs analysants qui étaient proches de cette période-là. Et ils considéraient que ces gens-là pouvaient entendre des discours de passants parce qu'ils étaient dans le même tempo, en gros. Hein. Vous voyez déjà comment c'est flou, mais c'est réellement ça. Donc on allait chez le secrétaire, il y avait un chapeau, il y avait des noms dans des papiers, on tirait 2 passeurs. Alors Lacan disait, l'analyste, il nomme des passants, mais il ne dit pas à ses analysants qu'il les a nommés passants. Alors, vous êtes dans une école, ou pas forcément dans une école, un beau matin, il y a quelqu'un qui vous téléphone en disant écoutez, voilà, je vous ai tiré au sort dans un chapeau, est-ce que vous acceptez de m'écouter comme passant pour faire la passe? Alors, il y a des gens qui ça a fait des surprises quand même. Bon, enfin, vous allez voir les 2 personnes, pendant le temps que vous voulez, le temps qui est aussi le leur, pour raconter ça, pour raconter ce qui se passe. Alors, ce qui se passe, eux, comme ils sont supposés être sensibles à ça, c'est un peu des plaques sensibles, ils vont pouvoir, eux, aller devant un jury qui va écouter ces 2 passeurs, voilà ce que m'a dit tel à tel, et le jury, en principe, décidera de vous nommer analyste de l'école ou non. Ou bien vous êtes nommé, ou bien vous n'êtes pas nommé. Alors tout ça, ça a fait des enjeux très importants dans les institutions analytiques. De l'extérieur, ça paraît futile, mais dans les institutions analytiques, surtout à l'époque, ça avait beaucoup d'impact. Et cette expérience s'est poursuivie pendant plusieurs années, et au bout du compte, Lacan il s'est passé un drame. Il y avait une femme, une jeune analyste très brillante qui s'appelait Juliette Labin. Je donne son nom parce que vous verrez pourquoi. Et cette femme a fait la passe avec une ethnologue qui se disait qui est psychanalyste en même temps, une ethnologue spécialiste de la sorcellerie. Elle
pensait qu'il y avait des parentés entre la psychanalyse. Enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression. Et cette passeuse-là, au lieu d'écouter le discours de cette analysante, cette passante, elle s'est mise à lui dire ça, il ne faut pas leur dire, parce que si vous dites ça, ça ne va pas leur plaire, vous n'allez pas être nommé. Elle a manipulé, elle a témoigné de ça, mais elle a publié un texte, excusez-moi, je ne fais que passer, qui a été publié à l'époque. Elle a publié ce texte pour expliquer ça. Alors cette pauvre Juliette Labin, je continue, donc une fois qu'elle a fait cette procédure, elle était assez convaincue que ça avait marché pour elle. Elle était moi je l'ai vue à l'époque, je ne la connaissais pas, mais elle s'est adressée à nous parce qu'elle était complètement délirante et que quand elle rencontrait des visages qu'elle connaissait dans les quartiers où on était tous habituellement à l'époque, on allait à la closerie Lila ou au Select ou à la Coupole, le soir on se retrouvait à plusieurs, on parlait que de psychanalyse à l'époque. On allait tous au séminaire de vacances ensemble. Et cette femme délirait à plein de vidéos, et on parlait d'elle tout le temps. C'est-à-dire que dans le réel, on parlait d'elle. Personne ne parlait d'elle. Et l'analyste qui était chargé de lui donner la réponse ne lui a pas donné la réponse. Au bout d'un an, elle n'avait toujours eu aucun écho de sa passe, qui avait été la sanction de l'institution. Donc on ne sait pas ce qu'elle a été, cette sanction. Ne lui a pas été donnée, elle s'est suicidée. Voilà, elle s'est suicidée parce qu'elle est tombée dans un délire tel qu'elle ne pouvait plus s'en sortir, elle n'arrivait pas à s'en sortir. Et à ce moment-là, ça a quand même remué dans l'école, parce que quand même, il y a dans l'analyse, chez les analystes, surtout dans les écoles, peut-être plus maintenant qu'en avant, il y avait des gens qui se suicidaient quand même. Il y a eu des suicides à l'école freudienne de Paris, il y a eu plusieurs suicides. Il y en a eu plusieurs. Moi, j'en connais au moins 4 de gens proches que je connais. Et je comprends pourquoi ils se sont suicidés. Mais bon, j'en parle pas, mais je le sais. Je pige ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ont déraillé à ce moment-là, puis ils n'ont pas trouvé de réponse. Non pas, ils ne faisaient pas la passe, ils ne savaient pas qu'ils étaient là, parce qu'ils ne travaillaient pas ça. Alors, Lacan a proposé de faire un congrès à Deauville pour parler de cette histoire. Il disait que c'était un échec. À Deauville, réunis, et dans le public qui était là, c'était bon, les analystes de l'école, tous les gens qui travaillaient à l'école freudienne de Paris, les gens ont parlé, et il a laissé la parole d'abord à certains qui avaient fait la passe, qui avaient été nommés, et à ses élèves les plus proches, c'est-à-dire Clavreul, Dumézil, Comté, tous ces gens-là, vous ne connaissez peut-être plus leur nom, mais Safran, et comme ça, et tous les uns après les autres, avant que Lacan parle, disaient que c'était un échec. On disait que ça ne marchait pas, il y avait un truc. On n'entendait pas. Alors, le reproche qu'on pouvait leur faire, moi avec d'autres je leur faisais, c'est que Lacan, dans son école, quand il a fondé et qu'il a inventé sa passe, a nommé un certain nombre d'analystes, qui étaient souvent de ses anciens analysants, il les a nommés tout de suite analystes de l'école, à eux. Il les a nommés. Ils n'avaient pas d'expérience de la passe comme procédure, il les a nommés. Alors peut-être que ces gens-là, ils n'étaient pas là, ils ne connaissaient pas cette expérience. Ils ont tous dit que c'était un échec, et Lacan, effectivement, dans sa intervention finale, il a dit que c'était un échec. Échec. Bon. Ensuite, c'était en 78, et ensuite, dans le séminaire, il s'est passé des choses très importantes, parce que Lacan a fini par dire, bon, c'est un échec, déjà. Ensuite, que la psychanalyse est intransmissible. On faisait un congrès sur la transmission de la psychanalyse. Tous les analystes qui montraient comment ils avaient reçu la parole de Freud, comment on leur avait transmis le savoir. Et Lacan, il conclut, la psychanalyse est intransmissible. C'est quand même un monsieur qui faisait son séminaire depuis presque combien de 53 à 80 quand même. Vous voyez, avec une salle, tous les gens, il y avait beaucoup de monde qui venait là. C'est intransmissible. Un choc. Gros choc quand même. Et puis ensuite, il commence à dégoiser sur la psychanalyse. Carrément, il va en Belgique, il dit la psychanalyse, c'est une escroquerie. Il explique pourquoi c'est une escroquerie. C'est parce qu'on manipule les gens, on change le sens des mots, on joue des tournures, des trucs comme ça. Alors, et puis ensuite, il dit ça à Bruxelles. Il faut faire gaffe avec les Belges. Il y a des choses qu'il ne faut pas leur dire trop vite. Et quand il revient à Paris, il interpelle son public. Il dit oui, j'ai dit ça, parce qu'il sortait des trucs un peu
violent quand même. J'ai dit ça, mais bon, c'est pas n'importe quelle escroquerie, quand même. Bon. Et quand même, il dissout son école. Et alors là, les gens n'ont pas compris, il fait une dissolution de son école, il envoie une lettre de dissolution, il demande aux gens de lui écrire, alors les gens, pour le suivre, continuer à le suivre, il reçoit 1000 lettres, il dit j'ai tapé dans le 1000, j'ai des équivoques comme ça, et puis, bon, bah, il dissout son école, et dans l'école, les gens n'ont pas compris la différence qu'il y a entre l'institution et l'école. Parce que Lacan, quand il fonde l'école freudienne de Paris, il dit « Aussi seul que je l'ai toujours été dans mon rapport à la psychanalyse, je fonde l'école freudienne de Paris. » Mais c'est une école de psychanalyse, ce n'est pas l'institution. Et quand il a fait la dissolution, il a été bien entendu interpellé par les membres qui étaient des membres de l'association, et il a bien fait la différence entre l'école était dissoute, dès que Lacan l'a dit, c'était fini, elle a été dissoute. Donc, mais il fallait dissoudre l'institution, du point de vue juridique. Ce qui a été fait, voilà. Et Lacan, à ce moment-là, a dit, de toute façon, on va reprendre l'expérience, on va faire la même chose, mais autrement. Ça ne s'est pas passé, puisqu'il est décédé entre-temps. Voilà. Qu'est-ce qu'il est devenu après la cause? La cause, ce qu'il a fondé après, tout à la fin. Qu'est-ce que c'est devenu? Comment? Ce qu'il a fondé à la fin. Enfin, ce qu'il a fondé. Alors, il avait fait. C'est la cause à la fin, c'est ce qu'il a refondé. Alors, il est allé avec sa secrétaire, oui. Il est allé à la préfecture, donc c'est très facile, déposer les statuts de ce qu'il a appelé la cause freudienne. Mais cette cause freudienne n'a jamais été mise en place. Ça a commencé, puis ça a été le moment, ça a été le bordel. Puisque les analystes se sont dit Lacan a fait un AVC, Lacan est malade, il n'est plus là, Lacan il continue à travailler et tout, il était fatigué, c'était un homme fatigué et tout. Mais là c'est joué un enjeu dont on a les conséquences actuelles, c'est qu'à ce moment-là, bon, Lacan c'était en 80, il dissout son école, il fait son séminaire de dissolution, pendant l'année 80, il a fait ce séminaire sur dissolution. On a mis en question cette histoire. Des gens disaient que c'était Miller qui écrivait, mais Lacan, il venait à la tribune et il parlait. Le texte même est assez brillant, hein. C'est quand même drôle le truc. Hein. Il dit des choses très importantes. Moi, vous pouvez le trouver sur mon site, j'ai mis ce truc-là. Et puis, il est allé à Caracas, et il a fait 2 prestations, une introduction et une conclusion de très haut niveau. Il est rentré à Paris, c'était donc l'école se dissout en septembre 80. Lacan intervient politiquement avant en disant qu'il demande aux gens d'accepter de l'aider de dissoudre l'école en disant qu'il n'était pas infaillible. Il dit ça comme ça. C'est pas rien de dire par rapport à la religion et des trucs comme ça, parce qu'on reprochait aux écoles, on reproche souvent d'être des églises ou des sectes. Les mots ne sont pas gratuits, hein. C'est un peu comme ça, les écoles, il y a un côté secte, il y a un côté religieux. Alors, la religion, Lacan, il a toujours dit attention, la religion, il faut faire très attention parce que la science, elle veut vous dégommer, elle vous balance des bouts de réel qui rendent la vie impossible, et la religion, elle donne du sens. Donc, quelque part, faites attention avec la religion, parce qu'elle vous protège les analystes. Donc, il faut faire un peu il faut faire de l'entre-deux, il ne faut pas dire n'importe quoi sur la religion. Et alors en plus, il mettait au défi des gens, puisque une cure doit finalement amener quelqu'un à être un athée, un vrai athée. Mais il dit qu'il faut le démontrer. Il ne suffit pas de dire je ne crois pas en Dieu, il faut le démontrer. Et là, il allait très loin, il disait les seuls athées, ce sont les théologiens qui sont au Vatican. C'est des provocations invraisemblables. C'est vrai qu'ils sont gens qui sont très cultivés au Vatican. Il y a des gens qui sont de très haut niveau. Hein. Et alors, bon, ça s'est passé comme ça. Et puis, il a entamé l'année 81. Donc la cause freudienne, ça ne marchait pas très bien. Il y avait beaucoup de conflits entre les gens, bien sûr. Il y en a qui disaient que Lacan était hors jeu, qu'il était fou, ou qu'il avait plus son cerveau. D'autres qui disaient autre chose de ça. Et puis, il travaille jusqu'en juillet 81. Il prend
prend ses vacances, il donne rendez-vous à ses analysants pour la rentrée, et puis qu'est-ce qu'on apprend le 9 septembre que Lacan, il avait été opéré de son cancer, il avait fait une occlusion intestinale gravissime, il avait été opéré, et puis 2 jours après, on apprenait qu'il était mort. Voilà. Donc ça s'est resté en plan, et à ce moment-là, Miller et tout le groupe qu'il avait autour de lui ont décidé de créer l'école de la cause, en nous disant à l'époque, c'est Lacan qui l'a fondé, c'est pas Miller, c'est pas moi qui le dis, c'est que Miller, 30 ans après, il a écrit que c'était lui qui l'avait fondé. Et on va jusqu'à beaucoup plus loin que ça, on pense que le séminaire de la dissolution, les textes étaient des textes de Miller. C'est-à-dire que Laurence Bataille, qui était très proche bien sûr de Lacan, tout ça, a dit à l'école de la cause, qui avait mis sur son annuaire le séminaire de dissolution, de retirer ces textes. Donc, suspicion. Les écoles futures se sont bâties sur ce flou. Hein. C'était plus du tout quelqu'un qui fondait une école et qui allait dire j'assumerai cette école et tout. C'était la bagarre dont vous pouvez voir les résultats, c'est-à-dire une dispersion, plein d'institutions analytiques dites lacaniennes. Et puis voilà, c'est la situation actuelle. Comment ça va se terminer? J'en sais rien, je ne sais pas comment ça va se terminer. Alors, la seule chose que ce que je dis par rapport à Lacan, ce que Lacan a réussi à faire, c'est qu'il a réussi à faire parler la psychanalyse en français, parce que d'abord elle parlait en allemand. Et lui, il a réussi à la faire parler en français. Mais je pense que dans les autres pays, les Espagnols n'arrivent pas à le faire parler en espagnol, les Italiens encore moins, les Anglais pas tellement, même s'ils ne sont pas plus mal parce qu'ils avaient des bons analystes. Mais voilà, le problème il est là. Nous on a la chance que Lacan il a pu faire ça et que donc on est contemporain, on est tous contemporains de Freud et de Lacan, et on est là-dedans. Il y a des choses à faire et puis ça reste là. Voilà. Ça, je m'arrête là. Hein.